Mikhail Bulgakov, récit d'un jeune médecin. La tempête de neige. Tantôt, comme une bête, elle hurle, tantôt elle pleure, comme un enfant. Pouchkine, soir d'hiver. Le point de départ de toute cette histoire fut, au dire de l'omnisciente Aksinia, que l'employé Paltchikov de Chalometievo tomba amoureux de la fille de l'agronome. Cet amour était ardent et consumait le cœur du pauvre homme. Il alla au chef-lieu, Gratchovka, et se fit faire un costume. Ce costume fut une réussite éblouissante, et il n'est pas du tout exclu que les rayures grises de son pantalon décidèrent du destin de ce malheureux. La fille de l'agronome consentit à devenir sa femme. Quant à moi, médecin de l'hôpital et du secteur X du gouvernement Intel, après l'amputation de la jambe de cette jeune fille qui s'était prise dans la broie pour le lin, je devins à ce point célèbre que je faillis succomber sous le poids de ma renommée. 100 paysans par jour commencèrent à venir à ma consultation, par les pistes de traîneau. J'avais cessé de déjeuner. L'arithmétique est une science rigoureuse. Supposons que, pour chacun de mes 100 patients, je consacre seulement 5 minutes. 500 minutes, soit 8 heures et 20 minutes. À la file, notez bien. De plus, j'avais un service d'hospitalisé de 30 personnes, et il me fallait encore opérer. En un mot, de retour de l'hôpital à 9 heures du soir, je n'avais envie ni de manger, ni de boire, ni de dormir. Je n'avais envie de rien, si ce n'est que personne ne vienne m'appeler pour un accouchement. En fait, en l'espace de 2 semaines, on m'emmena bien 5 fois, de nuit, sur les pistes. Une humidité trouble apparut dans mes yeux, alors qu'une ride verticale, comme un verre, s'installait au-dessus de la racine de mon nez. La nuit, dans un brouillard flou, je voyais des opérations ratées, des côtes mises à nu, et mes mains baignant dans le sang humain. Alors, je me réveillais, tout poisseux et un peu glacé malgré la chaleur du poêle de faïence. La visite, je la faisais d'un pas précipité, entraînant à ma suite l'infirmier et l'infirmière et 2 gardes malades. M'arrêtant près du lit d'un malade à la respiration plaintive, qui fondait littéralement sous l'effet de la fièvre, je pressais mon cerveau pour en extraire tout le contenu. Mes doigts palpaient la peau sèche et brûlante, j'examinais les pupilles, tapotais les côtes, écoutais le battement mystérieux au fond du cœur, et une seule pensée m'habitait, comment le sauver? Et celui-ci, comment? Et celui-là? Tous! C'était un combat incessant. Il commençait chaque matin à la lumière pâle de la neige, pour ne finir qu'à celle jaune et forte de la scintillante lampe éclair. Comment cela va-t-il se terminer? Il serait intéressant de le savoir, me disais-je chaque nuit. Les traîneaux vont bien continuer à venir en janvier, en février et même en mars. J'écrivis à Gratchovka, en rappelant poliment que, pour le secteur X, était prévu aussi un second médecin. La lettre partit en traîneau sur l'océan plat de la neige à 40 kilomètres d'ici. 3 jours plus tard, la réponse arriva. On m'écrivait que, bien sûr, sans faute, seulement pas pour l'instant, personne de disponible en ce moment. En conclusion de la lettre, on m'adressait quelques compliments sur mon travail et des vœux de succès ultérieurs. Ainsi encouragé, je continuais de tamponner, d'injecter du sérum antidiphtérique, d'ouvrir des abcès aux dimensions colossales, de poser des plâtres. Le mardi, il vint non pas 100, mais 111. La consultation se termina à 9 heures du soir. Je m'endormis en essayant de deviner combien il en viendrait le lendemain, mercredi. Je rêvais qu'il y en avait 900. D'une extraordinaire blancheur, le matin fit son apparition à la fenêtre de ma chambre. J'ouvris les yeux sans comprendre ce qui m'avait réveillé. Puis je réalisai, un coup à la porte. « Docteur !» Je reconnus la voix de la sage-femme, Pélagie Ivanovna. « Êtes-vous réveillé ?»« Ouais, » grognai-je, à moitié endormi. « Je suis venu vous dire de ne pas vous dépêcher d'aller à l'hôpital. Il n'y a que 2 personnes. »« Quoi ? Vous plaisantez ?»« Parole ! C'est la tempête, docteur, la tempête, répéta-t-elle joyeusement, à travers le trou de la serrure. Il s'agit de dents carriées. Demian Lukic les arrachera. Pas possible. J'avais même sauté au bas de mon lit, je ne sais trop pourquoi. La journée s'annonçait tout à fait bien. Après la visite, je passais le reste du temps à déambuler dans mes appartements. Le logement attribué au médecin comportait 6 pièces et, Dieu sait pourquoi, 2 niveaux. 3 pièces en haut, la cuisine et 3 autres pièces en bas. À siffler des airs d'opéra, fumer, tambouriner sur les carreaux. Or derrière les carreaux, il se passait quelque chose que je n'avais encore jamais vu. Il n'y avait plus ni ciel ni terre. Ça tournait, tourbillonnait, tout blanc, en tous sens, de tous côtés, comme si un diable s'amusait avec de la farine. À midi, j'ordonnai à Aksinia, qui remplissait les fonctions de cuisinière et de femme de ménage du médecin, de mettre de l'eau à bouillir dans 3 seaux et une marmite. Il y avait 1 mois que je ne m'étais pas lavé. Aksinia m'aida à sortir du débarras un baquet absolument énorme.
Nous l'installâmes par terre dans la cuisine. À X, il ne pouvait évidemment pas être question de baignoire, il n'y en avait que dans l'hôpital lui-même, et encore, elles étaient en mauvais état. Vers 2 heures de l'après-midi, dehors, les mailles du filet tourbillonnant s'étaient considérablement desserrées, et moi, j'étais toujours dans mon baquet, tout nu, la tête pleine de savon. Ça fait du bien, marmonnai-je de plaisir, en me versant de l'eau bien chaude dans le dos. Ça, oui, c'est bien. Et ensuite, eh bien, nous irons dîner, et puis dormir. Et si je dors tout mon saoul, alors demain, il peut bien venir 150 personnes. Quelle nouvelle, Axinia? Axinia attendait derrière la porte que se termine l'opération baignade. L'employé de la propriété de Chalométier-Vaux se marie, répondit-elle. Pas possible, elle a accepté? Je vous jure, il est si amoureux, chantait Axinia au milieu des bruits de vaisselle. Et la fiancée, elle est jolie, une beauté de premier ordre, blonde, svelte. Eh bien, dis donc. À ce moment-là, il eut un grand coup contre la porte. D'un air sombre, je m'arrosai d'eau et tendis l'oreille. Le docteur y prend son bain, dit Axinia d'un ton chantant. Ron, 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 ronronnait une voix de basse. Il y a une lettre pour vous, docteur, piailla Axinia dans le trou de la serrure. Passe-la-moi par la porte. Tout recroquevillé, je sortis du baquet en maudissant le sort et pris la petite enveloppe légèrement humide des mains d'Axinia. Des clous, je ne bougerai pas de là, je suis aussi un homme après tout, me dis-je sans grande conviction, tout en décachetant la lettre dans le baquet. Chers collègues, énorme point d'exclamation, je vous raturerai, je vous demande instamment de venir de toute urgence. Par suite d'un coup sur la tête, une femme a eu une hémorragie de la cave raturée, du nez et de la bouche. Elle est sans connaissance. Je ne m'en sors pas. Je vous le demande instamment. Les chevaux sont excellents, le pouls est mauvais, il y a du camphre. Docteur, signature illisible. Je n'ai vraiment pas de chance dans la vie, pensai-je tristement, en regardant le bois brûlé dans le poêle. C'est un homme qui a apporté cette lettre? Oui. Qu'il entre. Il entra, et je crus voir un Romain de l'Antiquité, à cause de ce casque splendide qu'il portait par-dessus son bonnet rabattu sur les oreilles. Il était enveloppé d'une pelisse en peau de loup. Un petit courant d'air froid m'assaillit. Pourquoi portez-vous un casque? Demandai-je, dissimulant sous un drap de bain mon corps à moitié lavé. Je suis pompier à Chalométier-Vaux. Nous avons là-bas une équipe de pompiers, répondit le Romain. Le docteur qui a écrit, qui est-ce? C'est un invité de notre agronome, un jeune médecin. Il nous est arrivé un malheur, un vrai malheur. Qui est cette femme? La fiancée de l'employé. Axinia, derrière la porte, laissa échapper une exclamation. Qu'est-il arrivé? On entendait le corps d'Axinia se coller à la porte. Hier, c'était le jour des fiançailles, et après les fiançailles, l'employé a voulu lui faire un tour de traîneau. Il a attelé un trotteur, l'a fait asseoir et s'est dirigé vers le portail. Or, le trotteur est parti d'un coup, et la fiancée a basculé le front contre le jambage. Et elle est tombée. C'est un tel malheur qu'il est impossible de l'exprimer. On ne quitte pas l'employé d'une semelle de peur qu'il se pende. Il est devenu fou. Je prends mon bain, dis-je d'une voix plaintive. Pourquoi donc ne l'a-t-on pas amené ici? Et, ce disant, je m'arrosai la tête, et le savon s'en alla dans le baquet. C'est impensable, sauf votre respect, monsieur le docteur, dit-il avec feu, en joignant pieusement les mains. C'est absolument impossible. La jeune fille va mourir. Et comment irons-nous, s'il vous plaît? Et la tempête? Elle s'est apaisée. Vraiment, monsieur, tout à fait apaisée. Ce sont de bons chevaux, attelés en flèche, nous y serons dans 1 heure. Après un gémissement résigné, je sortis du baquet. Avec rage, je m'aspergeai de 2 seaux d'eau, puis, accroupi devant la gueule du poêle, je fourrai plusieurs fois ma tête à l'intérieur pour me sécher au moins un peu. Une pneumonie. Je vais attraper à tous les coups une pneumonie striduleuse après une telle sortie. Mais surtout, que vais-je en faire de cette jeune fille? Ce médecin, rien que sa lettre le montre, a encore moins d'expérience que moi. Je ne sais rien, mais en 6 mois j'ai acquis un peu de pratique alors que lui même pas. C'est clair, il sort juste de l'université, et il me prend pour quelqu'un d'expérimenté. Plongé dans mes pensées comme je l'étais, je n'avais même pas remarqué que je m'étais déjà habillé. L'opération n'était pas des plus simples. Un pantalon et une blouse, des bottes de feutre, par-dessus la blouse une veste de cuir, puis un manteau et une pelisse en peau de mouton, un bonnet de fourrure, un sac avec de la caféine, du camphre, de la morphine, de l'adrénaline, des pinces hémostatiques, de la gaz stérilisée, une seringue, une sonde, un revolver, des cigarettes, des allumettes, une montre, un stéthoscope. Ça ne me parut nullement effrayant, malgré la nuit tombante. Le jour s'enfuyait déjà lorsque nous passâmes la dernière maison. Il neigeait, semble-t-il, un peu moins fort. En oblique, dans un seul sens, sur ma joue droite. Le pompier, tel une montagne, me dissimulait la croupe du premier cheval.
Les chevaux prirent effectivement une bonne allure, ils s'élancèrent, et le petit traîneau commença à se jeter dans les ornières. Je m'allongeai à l'intérieur, me réchauffant aussitôt. Pensais à la pneumonie striduleuse, à une éventuelle fêlure intérieure de l'os du crâne de la jeune fille, et à la pénétration possible d'une esquille dans le cerveau. Ce sont les chevaux des pompiers demandai-je à travers mon col en peau de mouton. Ouais, ouh grommela le cocher sans se retourner. Et le docteur, que lui a-t-il fait? Lui? Ouh. En fait, il a étudié les maladies vénériennes. Ouh, ouh. Ouh, ouh, gronda la tempête dans le petit bois. Puis elle siffla par le côté et il y eut une rafale. Je commençais à être balancé, 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 jusqu'à ce que je me retrouve au bain Sandunovskié, à Moscou. Alors, avec ma pelisse dans le vestiaire, je me sentis couvert de transpiration. Puis une torche s'alluma. On laissa entrer du froid, j'ouvris les yeux et vis briller un casque écarlate. Je crus qu'il y avait un incendie. Puis je me réveillai et compris que nous étions arrivés. Je me trouvais devant le perron d'un bâtiment blanc à colonnes, apparemment du temps de Nicolas Ier. Alentour, les ténèbres profondes. Des pompiers vinrent m'accueillir, et une flamme dansait au-dessus de leur tête. Je sortis alors ma montre de l'ouverture de ma pelisse et vis 5 heures. Par conséquent, nous avions voyagé non pas 1 heure, mais 2 heures et demie. Vous me redonnez les chevaux tout de suite, dis-je. À vos ordres, répondit le cocher. À moitié endormi, trempé dans mon blouson de cuir comme dans une compresse, j'arrivai dans l'entrée. La lumière d'une lampe jaillit sur le côté, un faisceau tomba sur le sol coloré. C'est alors que surgit, les cheveux clairs, le regard traqué, un jeune homme portant un pantalon aux plis repassait de frais. Sa cravate blanche à pois noirs était mise de travers. Son plastron saillait comme une bosse, mais son veston était impeccable, flambant neuf, et les plis semblaient métalliques. L'homme leva les bras au ciel, se cramponna à ma pelisse, me secoua, se serra contre moi, et se mit à pousser de petits cris. Mon cher docteur, vite, elle est en train de mourir. Je suis le meurtrier. Il jeta un coup d'œil sur le côté, ouvrit des yeux sévères et sombres, et déclara à je ne sais trop à qui. Je suis un meurtrier, voilà. Puis il éclata en sanglots, saisit ses cheveux clairsemés, les tira avec force, et je m'aperçus qu'il s'arrachait véritablement des mèches, en les enroulant sur ses doigts. Arrêtez, lui dis-je, en lui serrant le bras. Quelqu'un l'entraîna. Des femmes sortirent en toute hâte. On m'enleva ma pelisse et, en suivant les petits tapis disposés pour la fête, l'on me conduisit jusqu'à un lit blanc. Se levant de sa chaise, un tout jeune médecin vint à ma rencontre. Ses yeux étaient tourmentés et désemparés. L'espace d'un instant, quand il vit que j'étais aussi jeune que lui, de l'étonnement passa dans son regard. En gros, nous ressemblions à 2 portraits d'un même visage et de plus au même âge. Mais ensuite, il se réjouit si fort de me voir qu'il exultait. Comme je suis content, cher collègue. Voilà, voyez-vous, le pouls faiblit. À vrai dire, je suis vénérologue. Je suis terriblement content que vous soyez venu. Sur la table, il y avait une seringue sur un morceau de gaz, ainsi que quelques ampoules pleines d'une huile jaune. Les pleurs de l'employé nous parvenaient par la porte que quelqu'un vint fermer. La silhouette d'une femme vêtue de blanc apparut dans mon dos. La chambre était plongée dans la pénombre. On avait recouvert le côté de la lampe d'un chiffon vert. Dans cette ombre verdâtre, un visage de papier mâché reposait sur l'oreiller. Des cheveux clairs pendaient en mèches, tout en désordre. Le nez était pincé et les narines bouchées par un coton rougi de sang. Le pouls, me murmura le médecin. Je pris le bras inanimé, y posai mes doigts d'un geste déjà habituel et tressaillis. Sous mes doigts, je sentis trembler à petits coups rapidement, puis tout retomba, et il n'y eut plus qu'un fil. Comme chaque fois que je vois la mort en face, quelque chose se glaça en moi, au creux de l'estomac. Je la déteste. J'eus encore le temps de briser l'extrémité d'une ampoule et d'aspirer l'huile épaisse dans ma seringue. Mais je piquais machinalement et c'est en vain que j'enfonçais l'aiguille sous la peau du bras de la jeune fille. Son maxillaire inférieur fut pris de convulsions, comme si elle s'étranglait. Puis il retomba. Son corps se contracta sous la couverture comme figé. Puis il se relâcha, et le dernier fil s'évanouit entre mes doigts. Elle est morte, dis-je à l'oreille du médecin. La silhouette blanche aux cheveux gris tomba sur la couverture bien tirée, se serra contre elle et se mit à trembler. Doucement, doucement, dis-je à l'oreille de la femme vêtue de blanc, alors que le médecin louchait vers la porte avec une expression douloureuse. Il me rend malade, dit-il tout bas. Nous décidâmes alors ensemble notre plan d'action. Laisser la mère pleurer dans la chambre, ne rien dire à personne, et emmener l'employé dans une pièce à l'écart. Là, je lui dis, si vous ne vous laissez pas faire une piqûre, nous ne pourrons pas travailler. Vous nous gênez et nous empêchez d'agir. Alors il accepta, il ôta son veston en pleurant doucement. Nous roulâmes la manche de sa belle chemise de fiançailles et fîmes une injection de morphine.
Le médecin retourna auprès de la morte, soi-disant pour la soigner. Quant à moi, je restais avec l'employé. La morphine agit plus rapidement que prévu. Un quart d'heure plus tard, gémissements et pleurs se faisant de plus en plus faibles, incohérents, et l'employé commença à somnoler. Puis, posant son visage éploré dans ses bras, il s'endormit. Remue-ménage, pleurs, murmures, cris étouffés. Il n'entendait rien de tout cela. Écoutez, chers collègues, il serait dangereux de partir, vous risquez de vous perdre, me disait le médecin à voix basse dans l'entrée. Restez, passez la nuit ici. Non, je ne peux pas, je dois partir coûte que coûte, on m'a promis de me ramener tout de suite. Oui, ils vous ramèneront, mais réfléchissez. J'ai 3 cas de typhoïde que je ne peux pas abandonner. Je dois les voir cette nuit. Mais je vous préviens, il me fit boire de l'alcool qu'il coupa avec de l'eau. Et là, dans l'entrée même, je mangeai un morceau de jambon. Mon ventre se réchauffa, et la tristesse s'estompa un peu dans mon cœur. J'allai une dernière fois dans la chambre, regarder la morte, passer voir l'employé, laisser une ampoule de morphine au médecin et, bien emmitouflé, je sortis sur le perron. Là, la tempête sifflait. Les chevaux avaient courbé la tête, la neige les fouettait. Une torche vacillait. Et le chemin, vous le connaissez demandai-je en me couvrant bien la bouche. Pour ça, oui, répondit tristement le cocher. Il ne portait plus de casque. Mais vous auriez dû rester. Et jusque dans les rabats de son bonnet de fourrure, on pouvait voir qu'il mourait d'envie de ne pas partir. Il faut rester, ajouta un deuxième, une torche très vive à la main. Dehors, c'est pas bien beau. 12 kilomètres, commençai-je à marmonner d'un air sombre. Nous y arriverons. J'ai des malades graves. Et je grimpais dans le petit traîneau. J'avoue ne pas avoir ajouté que la seule pensée de rester dans cette maison où régnait le malheur, où j'étais impuissant et inutile, me semblait insupportable. Le cocher se laissa tomber sans plus d'espoir sur son siège, se redressa, une secousse, et nous passâmes rapidement le portail. La torche disparut comme évanouie ou bien éteinte. Cependant, un instant plus tard, je m'intéressai à autre chose. Me retournant avec difficulté, je constatai que non seulement la torche n'était plus visible, mais que Chalométiévaux, avec tous ses bâtiments, s'était perdu comme dans un rêve. Cela me saisit désagréablement. Eh bien, mon vieux, pensai-je ou marmonnai-je. Je sortis le nez un instant et le recachai aussitôt tellement il faisait mauvais. Le monde entier était comme une pelote que l'on déviderait dans tous les sens. L'idée de retourner me traversa l'esprit, mais je la repoussai, m'installai plus profond dans le foin, au fond du traîneau, comme dans une barque, me recroquevillai et fermai les yeux. Aussitôt, le chiffon vert sur la lampe et le visage blanc ressurgirent. Soudain, tout devint clair. C'est une fracture de la base du crâne. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, c'est bien ça. La certitude que mon diagnostic était juste me parut éclatante. Le trait de génie. Oui, mais à quoi bon? À présent, ça ne sert à rien et auparavant, cela n'aurait servi à rien non plus. Qu'aurais-je fait de cette fracture? Quel destin horrible! Comme il est absurde et terrible de vivre en ce monde. Que va-t-il se passer maintenant chez l'agronome? La seule pensée en est douloureusement triste. Puis, je me mis à m'apitoyer sur mon propre sort. Quelle est difficile ma vie. En ce moment, les gens sont en train de dormir, les poils sont bien chauds, et une fois de plus, moi, je n'ai même pas pu me laver. La tempête m'emporte comme une feuille. Et voilà, je vais arriver chez moi, et peut-être va-t-on me conduire à nouveau quelque part. Je vais bien attraper une pneumonie et mourir ici. Après m'être apitoyé sur moi-même, je sombrais dans les ténèbres. Combien de temps, je l'ignore. Je ne me retrouvais pas au bain cette fois. Au contraire, j'eus froid, de plus en plus froid. Lorsque j'ouvris les yeux, je vis un dos tout noir. Ce n'est qu'après que je réalisai que nous ne bougions pas, que nous étions arrêtés. Nous sommes arrivés, demandai-je, en écarquillant mes yeux encore troubles. Le cocher, tout noir, eut un mouvement plein de tristesse et descendit soudain. Il me sembla qu'on le faisait tourner dans tous les sens, et il déclara sans aucun respect: Arrivé, il fallait écouter ce qu'on vous disait. À quoi ça ressemble? Nous allons y rester et les chevaux aussi. Nous n'avons pas pu perdre le chemin. Mon dos se glaça. Et quel chemin, s'il te plaît, répliqua le cocher d'une voix affligée. Maintenant, c'est le monde entier le chemin. Nous allons mourir pour des prunes. 4 heures que nous sommes en route, mais vers où? Je vous demande un peu. 4 heures. Je commençai à m'agiter, trouver ma montre, sortis des allumettes. À quoi bon? Ça ne servait à rien, pas une seule allumette ne donna d'étincelle. On frotte une allumette, elle s'allume, et la flamme est aussitôt happée. Environ 4 heures, je te dis, proféra le cocher d'un ton funèbre. Que faire à présent? Mais où sommes-nous maintenant? Ma question était tellement stupide que le cocher ne jugea pas utile d'y répondre. Il se tournait de tous côtés, mais par moments il me semblait qu'il était immobile et que c'était moi qui tournais dans le traîneau. Je m'extirpai de là-dedans et m'aperçus aussitôt que près du patin j'avais de la neige jusqu'aux genoux. Le cheval de queue s'enfonçait jusqu'au ventre dans une congère. Sa crinière pendait comme les cheveux d'une femme nue-tête. Ils se sont arrêtés tout seuls? Oui.
Elles sont épuisées, ces bêtes-là. Des récits me revinrent soudain en mémoire, et je ne sais pourquoi j'en voulus à Léon Tolstoï. Il était bien à l'aise à Yasnaya Poliana, pensai-je. On ne le conduisait certainement pas auprès des mourants. J'ai eu un sentiment de pitié pour le pompier et pour moi-même. Puis de nouveau, j'éprouvai un accès de peur sauvage, mais je l'étouffai au fond de ma poitrine. C'est de la lâcheté, marmonnai-je entre mes dents. Une bouillante énergie s'éveilla alors en moi. Écoutez, mon vieux, dis-je, sentant mes dents se glacer, il ne faut pas se laisser abattre, sinon nous y resterons pour de bon. Ils se sont arrêtés un moment, ils se sont reposés. On doit continuer. Allez-y, tenez la bride du cheval de tête, et moi je conduirai. Il faut sortir, sinon nous serons ensevelis. Les rabats du bonnet de fourrure avaient un air désespéré, mais malgré tout, le cocher avança. Clopinant, tombant, il atteignit le premier cheval. Notre attelage me sembla d'une longueur infinie. La silhouette du cocher devint floue dans mes yeux où tombait la neige poudreuse de la tempête. Gémit le cocher. Criai-je en faisant claquer les rênes. L'attelage s'ébranla tout doucement, commença à patauger. Le traîneau tanguait comme sur des vagues. Le cocher, tantôt très grand, tantôt tout petit, se débrouillait pour avancer. Nous continuâmes ainsi environ un quart d'heure, jusqu'à ce qu'enfin je sente les grincements du traîneau se faire plus réguliers. La joie afflua en moi quand je vis apparaître les sabots arrière du cheval. Ce n'est pas profond, voilà le chemin, criai-je. Oh, oh, répondit le cocher. Il s'approcha de moi en clopinant, et d'un seul coup, il fut plus grand. Ça semble le chemin, déclara joyeusement le pompier avec une roulade dans la voix. Pourvu que nous ne nous perdions pas de nouveau. Peut-être. Nous reprîmes chacun notre place. Les chevaux allèrent avec plus d'entrain, la tempête de neige s'était comme recroquevillée. Elle avait commencé à faiblir, me sembla-t-il. Mais au-dessus, sur les côtés, il n'y avait plus rien si ce n'est cette purée de poids. Ce n'était plus précisément l'hôpital que j'espérais atteindre. J'avais envie d'arriver n'importe où. Il doit bien conduire à un endroit habité, ce chemin. Les chevaux tirèrent brusquement les traits et accélérèrent l'allure. Je m'en réjouis sans en connaître encore la cause. Ils ont peut-être senti une maison, demandai-je. Le cocher ne me répondit pas. Me soulevant dans le traîneau, je me mis à scruter l'horizon. Un son étrange, plein de tristesse et de méchanceté s'éleva quelque part dans les ténèbres, mais il se tut rapidement. Je ne sais pourquoi, j'eus une sensation désagréable, et je revis l'employé avec sa façon de pleurnicher d'une voix grêle, la tête dans ses bras. Soudain, je distinguai à ma droite un point sombre qui, en grandissant, prit la forme d'un chat noir. Puis il grandit encore et se rapprocha. Le pompier se retourna tout à coup vers moi. Je vis trembler sa mâchoire et il demanda « Vous avez vu, monsieur le docteur ?» Un des chevaux se jeta sur la droite, l'autre sur la gauche. L'espace d'un instant, le pompier pesa tout son poids sur mes genoux, poussa une exclamation, se redressa, trouva un point d'appui, tira sur les rênes. Les chevaux s'ébrouèrent, s'emballèrent. Ils soulevaient, projetaient des morceaux de neige, avançaient d'un pas régulier, frissonnaient. Un frisson me parcourut aussi le corps à plusieurs reprises. Une fois remis, je fourrai la main dans mon sein, en retirai mon revolver, tout en me maudissant d'avoir oublié chez moi le second chargeur. Mais enfin, si je ne voulais pas passer la nuit là-bas, pourquoi donc n'ai-je pas emporté une torche? Je vis en pensée dans le journal un bref communiqué nous concernant, moi et ce malheureux pompier. Le chat grandit, se transformant en chien, et vint rouler non loin du traîneau. Me retournant, je vis, toute proche derrière nous, une seconde créature, à quatre pattes. Je peux jurer qu'elle avait des oreilles pointues et se déplaçait facilement derrière le traîneau, comme sur un parquet. Il y avait dans sa course quelque chose de menaçant et d'insolent. Une meute ou seulement deux, pensai-je, et le mot meute me fit l'effet d'un jet d'eau bouillante sur ma pelisse. Mes doigts de pied se dégelèrent. Accroche-toi et retiens les chevaux, je vais tirer, dis-je d'une voix qui n'était pas ma voix habituelle, mais celle d'un inconnu. Le cocher, pour toute réponse, se contenta de pousser une exclamation et de rentrer la tête dans les épaules. Quelque chose brilla dans mes yeux et retentit, assourdissant. Puis une seconde fois et une troisième. Je ne me souviens pas combien de temps je pus rester ainsi secoué au fond du traîneau. J'entendis l'ébrouement perçant et profond des chevaux. Je serrai mon revolver. Je m'étais heurté la tête contre quelque chose. Je tentais d'émerger du foin et, mort de peur, je pensais que j'allais sentir soudain sur ma poitrine un énorme corps noueux. Je voyais déjà en pensée mes intestins déchirés. C'est alors que le cocher se mit à hurler. Oh là, le voilà, le voilà. Oh mon Dieu, vas-y, vas-y. Je finis par venir à bout de cette lourde peau de mouton et, les bras dégagés, je me levai. Ni derrière, ni sur les côtés, il n'y avait d'animal noir. De petits flocons tombaient raisonnablement, et dans ce voile fin, il scintillait l'œil le plus charmant, l'œil que je reconnaîtrais entre mille, que je reconnaissais même à présent.
le réverbère de mon hôpital. Une masse sombre s'élevait derrière lui, beaucoup plus beau qu'un palais, pensai-je, et soudain, en extase, je tirai à 2 reprises encore les balles de mon revolver vers l'arrière, là-bas où avaient disparu les loups. Le pompier se tenait au milieu de l'escalier qui relie les 2 niveaux de l'admirable appartement du médecin. Moi, j'étais en haut de cet escalier, et Axinia, en peau de mouton, en bas. Pour tout l'or du monde, commença le cocher. Je ne referai pas. Il n'acheva pas sa phrase, avala d'un trait de l'alcool dilué, grogna bruyamment, se retourna vers Axinia et ajouta en écartant les bras, autant que le lui permettait sa constitution, grand comme ça. Elle est morte? On ne l'a pas sauvée, me demanda Axinia. Oui, elle est morte, répondis-je avec indifférence. Un quart d'heure plus tard, tout s'était tu. En bas, la lumière s'était éteinte. Je restais seul en haut. Je fus pris d'un rire convulsif. Je ne sais pourquoi, je déboutonnai ma blouse, puis la reboutonnai. Je m'approchai du rayon de livres, pris un volume de chirurgie pour regarder quelque chose sur les fractures de la base du crâne, et repoussai le livre. Lorsque déshabillé, je me glissai sous la couverture, un frisson me parcourut l'espace d'un instant, puis il s'évanouit, et la chaleur me traversa tout le corps. Pour tout l'or du monde, marmonnai-je à moitié endormi. Jamais plus je n'irai. Tu iras, oui, tu iras, siffla la tempête moqueuse. Elle passa sur le toit dans un bruit de tonnerre, puis elle chanta dans la cheminée, s'envola, crissa derrière la fenêtre, disparut. Vous irez, vous irez, rythmait la pendule, mais de plus en plus loin, de plus en plus loin, et plus rien. Le silence, le sommeil.